Mais là, il se trouve qu'Anne-Sophie, qui est venue de Paris, a un train à reprendre, donc ne doit pas rater son train. Donc on est désolé d'être obligé d'attaquer alors, comme d'habitude. Bon, voilà. Mais là, on est déjà un nombre certain. Donc, je vous remercie d'être là. Je vous remercie d'être venu. Donc, comme vous le savez, comme vous ne savez pas, voilà, comme vous le savez ou comme vous ne le savez pas, parce que tout le monde n'est pas dans l'organisation de Livres et Pensées. Donc, d'abord, on est une organisation dite philosophique et qui défend un certain nombre de causes, et en particulier toutes les questions sociales, entre autres. Alors, cette conférence donc, avec Anne-Sophie est dans un cycle de conférences qu'on a commencé, s'inscrit dans un cycle de conférences autour de la question de la violence. Les violences sous toutes leurs formes. Donc là, aujourd'hui, c'est violence policière. La prochaine fois, on aura une autre intervention, ça sera autour de la question de la violence dans les hôpitaux, dans les EHPAD et dans les crèches. Donc on va essayer de contacter Castanet, donc, qui a écrit 2 livres là-dessus. Donc j'espère qu'il pourra se déplacer. En tout cas, bon, c'est des sujets qui vont forcément intéresser beaucoup de monde et qui sont quand même extrêmement importants. Donc ça sera dans 3 mois. Alors, ce qu'on fait, donc, chaque fois qu'on organise une conférence, on marque sur le tract de la conférence la date de la conférence d'après. Donc, ceux qui ont reçu des petits flyers, vous êtes informés de la conférence d'après, qui aussi se déroulera sans doute ici, comme d'habitude. Voilà, donc bon, je ne vais pas m'étendre plus, violence policière, je crois que comme son nom l'indique, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y a des précédents bien connus. Nous, on a assisté l'année dernière à une réunion à Torin-Guillet où il y avait Ariel Uni qui nous a parlé de l'affaire de Simone Leguet. Donc voilà, c'est des choses aujourd'hui qui sont extrêmement importantes. Alors, par ailleurs, là, on est nombreux et c'est bien. Alors, il y a des gens qui sont venus de Besançon, il y a des gens qui sont de Champagnole, il y a des gens d'un petit peu partout. Je pense que c'est une belle réunion. Ce qui serait bien, c'est que chacun note son nom, son numéro de téléphone, son mail, pour qu'on puisse vous tenir au courant de ce qui va se passer dans la suite. Et puis, comme on en discutait tout de suite, avec une camarade de Champagnole, on s'appelle camarade, parce que voilà, c'est entre nous, avec une camarade de Champagnole, qu'on puisse aussi être tenu au courant de leurs activités et qu'on puisse faire aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, dans l'état actuel du monde, je pense qu'il est hyper important d'avoir des convergences de lutte et qu'effectivement, on ne soit pas isolé dans notre coin et qu'on puisse travailler au maximum ensemble et se réunir le maximum, parce que je pense que là, aujourd'hui, l'heure est grave et personne ne pourra me contredire. On a quand même des groupes de vote qui sont de plus en plus importants. Et puis, voilà, une misère qui est en train de s'accroître, une violence de plus en plus importante, enfin, en tout cas, voilà, institutionnelle, surtout institutionnelle. Donc, je vais laisser la parole à nos 2 conférenciers. Donc, Anne-Sophie, je pense que c'est toi qui vas commencer, et puis Fred, après, tu donneras ton témoignage. Enfin, ou l'inverse, c'est comme vous voulez. C'est la journée de la femme. Alors, bon, chacun alors, le choix de cette journée n'était pas volontaire par rapport à la journée de la femme. Malheureusement, oui, c'était un petit peu en décalage, mais je vous rassure, il y aura une prochaine conférence qui sera autour de la question des femmes, mais je pense que c'est quelque chose qui se prépare longtemps d'avance, parce que, bon, pour ne pas tomber dans les clichés, c'est-à-dire qu'on peut tomber dans les clichés, faire un bilan, de dire il y a tant de féminicides par an, tant de femmes qui se font frapper, tant de viols, machin, mais je pense qu'il faut aborder les choses de manière différente, surtout donc, en abordant les choses avec la vision du système capitaliste et toute la vision patriarcale. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut être bien clair avec la montée des masculinistes aux États-Unis, par exemple, et pas que aux États-Unis, bien évidemment.
la question des femmes sera de plus en plus importante et il faudra vraiment qu'on la traite, mais en l'abordant de manière un peu plus originale. Donc c'est pour ça que ça reste quelque chose d'un petit peu difficile à préparer et donc on se donne encore un petit peu de temps par rapport à ça. Alors pour terminer quand même mon intervention, parce que finalement je suis un peu bavarde, vous allez vous en apercevoir, pour terminer mon intervention, je voudrais aussi donc vous dire donc ce cycle de conférences autour de la violence, normalement, si on arrive à le mener à terme, devrait se terminer par un colloque, par quelque chose où on refera une réunion de tout ce qui a été fait, de tout ce qui a été dit. À ce moment-là, ça sera quelque chose de beaucoup plus important et vous serez tenu au courant de tout ça. Voilà, et bien je passe la parole à nos deux conférenciers en les remerciant surtout d'être là, surtout Anne-Sophie qui s'est levée tôt ce matin pour venir vous préparer. Voilà, merci. Merci. Du coup, au niveau du son, ça va? Non. Ok, merci. Bonne journée internationale des droits des femmes à toutes et à tous. Et merci de m'accueillir aujourd'hui. Du coup, moi je suis venue pour vous parler de ce livre Police partout, justice nulle part, que j'ai écrit après avoir travaillé plusieurs années pour Amnesty International France, où j'étais notamment en charge de la question des violences policières. On se demandait pourquoi une organisation qui travaille sur le droit international relatif aux droits humains travaille sur les violences policières. Et j'aime bien toujours rappeler que les violences policières, c'est un problème de droits humains. C'est-à-dire que les forces de l'ordre, que ce soit policiers ou gendarmes d'ailleurs, sont des agents de l'État. Donc le droit humain, le cadre des droits humains s'applique à eux. Et que les violences policières peuvent amener à des violations de conventions internationales relatives aux droits humains, soit des violations du droit à la vie dans le pire des cas, mais aussi du droit à ne pas subir de traitement inhumain et dégradant, du droit à ne pas subir de discrimination. On va en discuter, mais ce sont souvent des personnes qui sont déjà victimes de discrimination qui vont ensuite être victimes de violences policières. Et puis du droit à la liberté d'expression et du droit à la liberté de réunion pacifique quand ces violences s'exercent contre des personnes qui exercent leur droit de manifester ou contre des journalistes. Les violences policières, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé et dont j'ai beaucoup eu à parler pour Amnesty au moment du mouvement des Gilets jaunes. Je pense aussi que c'est toujours important de rappeler que les violences policières ont largement préexisté, à la fois contre des mouvements sociaux, mais aussi dans les quartiers populaires ou contre tous les groupes de population qui pouvaient être considérés comme ennemis, entre guillemets, de l'État au sens très large. En quittant Amnesty, j'ai eu envie de parler de la question de la justice, parce que c'était quelque chose qui revenait souvent quand je venais parler des stratégies de maintien de l'ordre, des armes utilisées en maintien de l'ordre, des blessures, enfin, tout ce qui est beaucoup ressorti dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. C'était mais que fait la justice derrière? Pourquoi le policier qui a tiré une balle de LBT dans la tête d'un manifestant n'est pas en prison? Pourquoi il n'y a toujours pas eu de procès pour Adama Traoré? Donc c'était avant mon lieu. Et c'est vrai que moi j'ai travaillé sur des dizaines de dossiers et il y avait très peu de cas qui aboutissaient. La question de l'accès à la justice, c'est aussi un enjeu de droits humains. Il y a l'article 13 de la Convention européenne pour les droits de l'homme qui prévoit qu'on a un droit au recours effectif en cas de violation des droits humains. Ça paraît procédural, mais en fait c'est extrêmement important parce que s'il n'y a pas de justice, l'intégralité du corpus des droits humains s'effondre. C'est-à-dire que s'il n'y a rien qui s'assure que c'est appliqué, ça ne compte pas d'avoir des droits. Donc c'est extrêmement important de répondre à la question de comment sont traitées par la justice les violences policières. Et c'est très difficile de répondre à cette question, parce que le premier problème qu'on a quand on travaille sur ce sujet, c'est le manque d'information, le manque de statistiques et le manque de transparence. Le manque d'information, il existe dès la question de quantifier les violences policières, parce qu'en fait, il n'y a pratiquement pas, il n'y a pas de décompte officiel, exhaustif et fiable. À partir de 2018, l'IGPN s'est mis à publier les cas de violences policières, mais c'est très limité puisque ça se limite à des cas qui ont causé des ITT de plus de 8 jours, des interruptions de production pour faire le travail de plus de 8 jours, constatées par un médecin légiste. Donc ça implique qu'il y ait une plainte, une constatation d'un médecin légiste, que ce soit suffisamment important. Et finalement, les chiffres qu'il publie sont absolument minimes par rapport à ce qu'on peut constater sur le terrain.
Donc finalement, des comptages de blessures, il y en a eu par des journalistes, on pense à tout le travail qui a été mené par David Dufresne, il y en a eu par des comptages citoyens, mais c'est toujours sur certaines périodes, à certains moments. Il y a toute une partie des violences policières qui passent à la trappe, en particulier quand c'est pas dans le cadre de mouvements sociaux, quand ça est dans les quartiers populaires, ou alors encore pire quand c'est entre quatre murs, c'est-à-dire que ce soit dans les lieux de détention, pour des personnes qui vont être en garde à vue, pour des personnes qui vont être retenues dans les lieux de détention d'hiver, même pour les personnes migrantes dans les centres de rétention. Donc on a une absence de données statistiques sur l'ampleur des usages illégaux de la force par les forces de l'ordre, ou des usages suspectés d'être illégaux. Et puis, sur les suites de plaintes pour violences policières, on s'est aussi heurté à un manque de transparence. Étant à Amnesty, j'avais fait des demandes au ministère de la Justice pour avoir des statistiques sur le nombre de plaintes et ensuite le nombre de classements sans suite, de non-lieu, de procès. Et on m'avait répondu qu'il n'y avait pas de statistiques spécifiques sur les violences policières, puisque ce n'était pas une catégorie d'infraction à part entière. En réalité, en fait, on peut tout à fait isoler certaines... il suffit de prendre les crimes délits commis par personne dépositaire de l'autorité publique, ça peut déjà donner des indications. En tout cas, quand le ministère cherche vraiment à avoir des informations, ce serait possible de les isoler. Mais toujours est-il que la première grande difficulté, c'est qu'on ne mesure pas le problème. En revanche, il y a des signaux inquiétants. C'est notamment dans plusieurs rapports qui ont été faits par les ONG comme Amnesty ou les chrétiens, l'ACAT, l'Action des chrétiens contre la torture, enfin tous les rapports sur la LDH, généralement, au document des cas de violence policière, on se rend compte qu'il y a peu de procès, beaucoup de relax, et qu'éventuellement, s'il y a des condamnations, ça faut remonter jusqu'à la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, ce qui met au moins 10 ans à aboutir. Un autre signal inquiétant, c'est que la France a été condamnée, entre 2017 et 2020, j'avais compté 5 condamnations devant la CEDH pour des affaires liées à des violences policières. Récemment, il y en a encore eu une dans le cas de Rémi Fraisse. Il y a eu aussi des cas où l'État a accepté de payer une indemnisation à la famille avant que la CEDH n'examine l'affaire. Donc tout ça indiquerait qu'il peut y avoir des problématiques sur la façon dont on enquête et dont on juge les allégations d'usage illégal de la force. Ce qui est un peu spécifique à la France par rapport à d'autres pays sur lesquels j'ai pu avoir travaillé, c'est qu'en France, il y a un cadre juridique. Donc c'est pas qu'on laisse faire. L'usage de la force donc, il est autorisé pour les forces de l'ordre, mais selon des contraintes qui correspondent plutôt à ce qu'exige le droit international, c'est-à-dire qu'il faut que l'usage de la force soit prévu par la loi, strictement nécessaire, donc il n'y a pas d'autres moyens d'atteindre l'objectif prévu, et proportionné, c'est-à-dire que les dommages causés par l'usage de la force ne soient pas supérieurs aux dommages qu'on essaye d'empêcher. Et puis il y a des exemptions pour la légitime défense. En tout cas, il y a un cadre juridique, ce qui n'existe pas forcément dans d'autres pays. Par exemple, aux États-Unis, il y a de très nombreux États où il n'y a pas de cadre juridique pour l'usage de l'arme par les forces de l'ordre, donc ça c'est encore plus problématique. En France, c'est moins le souci, même si il y a une loi en 2017 qui a établi un cadre juridique assez flou sur l'usage des armes pour les refus d'obtempérer, qui pose du problème. Mais globalement, c'est pas forcément ça qui pourrait expliquer à lui seul le fait qu'il y ait quand même des alertes sur le traitement judiciaire des violences policières. Alors, je ne vais pas vous résumer tout le livre parce que ce serait long et ce serait fastidieux. Je ne vais pas vous le détailler. Dans le livre, j'essaye d'expliquer, on va dire, de la plainte pénale jusqu'à la sanction administrative, jusqu'au procès, tout ce qui se passe en passant par ce qui est possible de termes de justice administrative. Là, pour vous le présenter, je vais plutôt essayer de vous donner un peu les grandes tendances qu'on retrouve à toutes les étapes et pourquoi on a autant de difficultés à sanctionner les violences policières. Alors, il y a des causes qui ne sont pas spécifiques aux violences policières. Il y a des freins à la justice qui existent quel que soit le type d'affaire, et on en parlait juste avant de commencer. D'une part, des discriminations systémiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, on a du mal à parler des discriminations systémiques, institutionnelles, dans tous les domaines, que ce soit dans le logement, l'emploi, et face à la justice, elles existent également, et ça, quel que soit le type d'affaires,
on aura toujours des biais des magistrats qui vont être renforcés dans le cas des affaires de violence policière parce que, en plus, les personnes victimes sont dans de très nombreux cas des personnes qui sont déjà victimes de discrimination par ailleurs. Donc ça, on va dire que c'est quelque chose qui n'aide pas à obtenir justice, mais qui se retrouve également dans d'autres affaires pénales, d'autres affaires qui seraient à juger. L'autre cause non spécifique, mais qui va encore une fois être renforcée, on verra, c'est la surcharge générale de la justice en France. Les délais d'enquête, d'audience sont hyper longs, mais dans tous les domaines. Pour ce livre, j'ai bien beaucoup d'entretiens avec des magistrats, qui n'ont pas tous les mêmes positions, mais il y en a qui sont réellement de bonne volonté, mais qui expliquent que quand on est dans un monde où on est encore en audience à 1h du matin et qu'on a un quart d'heure pour juger des cas de violence conjugale, c'est hyper difficile de prendre du temps sur des dossiers qui sont techniques. Donc tout ça contribue à la lenteur de la justice et à des impacts, on va dire, à la fois sur les victimes, parce que c'est très difficile de tenir tout le temps des enquêtes et tout le temps des procédures, et puis sur les issues des procès. Plus la justice prend du temps pour juger, plus il y a des chances que les sanctions soient clémentes, et inversement. On sait statistiquement que les personnes qui vont être jugées en comparution immédiate vont plutôt avoir des sanctions fortes parce que ce qu'on leur reproche est très, très près dans la mémoire, alors que si on comparait plusieurs années après avoir commis un délit ou un crime, on peut avoir le temps d'avoir mené sa vie, montrer qu'on n'était pas trop dangereux, progresser dans les échelons. C'est quelque chose qui explique souvent des peines assez faibles pour des policiers qui passent en procès 4, 5, 6 ans après les faits. Et après, pourquoi donc, la justice a autant de mal à traiter les violences policières? Il y a des causes très spécifiques. Donc là, je vais surtout couvrir le pénal. La première, qui paraît évidente, mais je trouve qu'on parle finalement assez peu, c'est le fait que la police, c'est un maillon de la justice. On ne peut pas séparer la police de la justice. Tout le travail de la justice se base sur le travail de la police. C'est-à-dire que si vous faites cambrioler, en fait, les policiers vont venir faire des constatations et donc leurs procès-verbaux vont servir de base à un travail d'un magistrat. Donc en fait, ce sont des corps qui sont extrêmement liés dans leur travail. Et ça pose problème à chaque étape du parcours des victimes de violences policières, à commencer par la plainte. Quand on est victime d'un crime ou d'un délit, on va porter plainte au commissariat, mais ça peut s'avérer très compliqué quand l'auteur ou l'autrice du crime ou du délit en question travaille dans le commissariat. Et donc j'ai énormément de témoignages de personnes qui expriment clairement l'impression de retourner chez l'agresseur, qui se heurtent à des réticences, voire des refus de plainte, parce qu'en fait c'est compliqué pour un policier de prendre une plainte contre quelqu'un qu'il va considérer comme un collègue. Il y a un esprit de corps très fort dans la police, donc ils ne sont pas forcément à l'aise. Ils vont renvoyer les gens vers l'IGPN, alors que l'IGPN c'est un signalement administratif, c'est pas une plainte pénale, donc ça fait des cas qui se perdent. Alors, ça peut être aussi des moments où on va aller raconter ce qui nous est arrivé, et puis la manière dont le procès verbal va être écrit va être quand même plutôt sympathique pour les policiers. Donc dès le départ, on va avec un biais. Une des solutions, c'est d'aller porter plainte directement devant un procureur, mais là, encore une fois, on est face à un magistrat qui travaille de manière très proche avec la police. Donc je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec le système judiciaire pour en discuter, mais les procureurs ne sont pas des magistrats indépendants, ce sont des magistrats qui appliquent la politique pénale du gouvernement et qui sont en contact permanent avec le commissariat, avec les forces de l'ordre, qui travaillent avec eux, des fois de manière très proche. Par exemple, le procureur adjoint était à Marseille auprès des forces de l'ordre au moment de la maintien de l'ordre, la manifestation où Zineb Redouane avait été tuée. Donc ensuite, après, c'est quand même compliqué que cette personne-là soit en charge de l'enquête sur le maintien de l'ordre. Ils travaillent au quotidien avec les policiers. Ils ont leur chef au téléphone tout le temps. Donc si on a un qui est mis en cause, ça va être le chef il pourra toujours faire remonter qu'en ce moment c'est difficile pour lui. Parler de toutes les difficultés du commissariat qui existent, mais en tout cas le procureur il n'est pas indépendant par rapport on va dire, au groupe social de mise en cause.
J'avais même un ancien procureur, un ancien parquetier, qui me racontait qu'un jour, il a eu un dossier de violence policière qui est arrivé sur son bureau, et il s'est rendu compte que le mis en cause était son enquêteur sur un autre dossier. Donc ça, c'est vraiment pas évident en termes de relations de travail de demander une enquête sur son collaborateur. Cette proximité est particulièrement compliquée. Si on arrive jusqu'au procès, c'est le procureur qui va devoir demander une peine contre le policier. Avec plein de policiers dans la salle qui vont regarder ce qu'il fait. Donc en fait, à ce stade-là, le procureur il est vraiment dans une position extrêmement difficile pour juger ce type de crime et de délit. Or, si vous portez plainte, toute la première phase de l'enquête, elle va être menée par ce procureur, et c'est une phase d'enquête qui est très crainte par les avocats parce qu'elle est parfaitement opaque. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous n'avez pas accès au dossier. Et il y a quand même un enjeu dans les affaires pénales, c'est de récupérer un maximum de preuves le plus vite possible. Parce qu'il faut déterminer que c'est telle arme qui a causé telle blessure, trouver les témoins avant qu'ils leur souvenir se brouille. Il faut faire des expertises médico-balistiques. Et donc ça, il faut aller assez vite, récupérer les images de vidéosurveillance. Donc si vous avez un procureur qui n'est pas spécialement volontariste, qui n'a pas forcément envie de se mettre à la direction départementale de la sécurité publique à dos en étant véhément contre les mauvais comportements de leurs troupes, il y a des risques de perte pendant ces premiers mois d'enquête. Et puis ces enquêtes, le deuxième gros point de conflit d'intérêts, c'est qu'elles sont menées par d'autres policiers. Soit des policiers de l'IGPN, soit des policiers de différentes cellules des déontologies qui sont dans les commissariats. Et bon, alors, je pense qu'il n'y a même pas vraiment besoin d'expliquer en quoi c'est très compliqué. Enfin, ils sont dans une situation parfaitement schizophrénique de devoir enquêter sur leurs collègues. C'est-à-dire que naturellement, ils vont avoir un biais d'empathie et de compréhension par rapport à des gens qui font le même métier qu'eux. Et puis même si ils disent qu'à un moment leur collègue va exagérer, il y a un esprit de corps qui est très fort dans la police, c'est très compliqué de se dire qu'on va se critiquer. Il y a aussi un peu ce narratif, alors ça dont on se rend compte au fur et à mesure des entretiens, de la police qui est seule contre le reste du monde parce qu'ils se sont toujours critiqués. Donc en fait, si on casse cette unité en se mettant à critiquer sa propre institution, on est assez vite mal vu, et donc en fait il y a une tendance à se renfermer. Après, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas tous mener de mauvaises enquêtes, mais voilà, certains ne vont pas se montrer très diligents. Il y a un manque d'enquêteurs en France avec des problèmes de ressources dans la justice à tous les niveaux, donc c'est aussi possible de traîner un peu. Et puis même quand les enquêtes vont être bien faites, on se rend compte qu'au niveau des conclusions, les excuses sur l'usage de la force vont être assez facilement trouvées, et des excuses qui ne correspondent pas forcément à ce que dit le droit. Par exemple, ça a été beaucoup le cas dans les manifestations où, certes, l'usage de la force était sur une personne qui ne représentait pas de danger, mais il faut dire que c'était de la légitime défense parce qu'on était dans un climat insurrectionnel ou un environnement chaotique. Et donc comme si le climat pouvait justifier de la légitime défense, alors qu'absolument pas. La légitime défense, c'est très spécifique, il faut qu'il y ait un risque imminent, spécifique, et que la réponse soit proportionnée. Mais voilà, les conclusions de l'IGPN vont souvent être assez compréhensives, et encore plus quand c'est des cellules de déontologie, vont souvent se montrer assez compréhensives par rapport aux actions de leurs collègues policiers. Ces conclusions vont arriver sur le bureau du procureur qui, à mon avis, n'a pas forcément beaucoup d'intérêt à aller se mettre les policiers à dos. Donc ça peut expliquer un grand nombre de classements sans suite dans une justice surchargée. Finalement, pourquoi aller s'endetter avec ce type de dossier? Après, ça ne veut pas dire que jamais il y a des renvois, mais en tout cas, ça fait partie des premiers problèmes. Ensuite, les procureurs ne sont pas les seuls magistrats qui vont mener des enquêtes sur les cas de violence policière. L'affaire peut passer à un juge d'instruction, soit qu'elle soit transmise par un procureur, soit soit qu'il s'agisse d'un crime, soit que la victime saisisse un juge d'instruction après un classement sans suite. Les juges d'instruction sont indépendants pour eux, plus indépendants que les procureurs. Ils peuvent toujours avoir des pressions politiques sur des avancements, mais c'est quand même pas du tout le même niveau que les procureurs.
Ils ont moins de contact avec les agents de terrain, même s'ils travaillent avec des enquêteurs policiers, c'est plutôt la police judiciaire, donc il y a moins cette proximité avec le corps policier. Bon. En revanche, ils peuvent... les bureaux d'instruction aujourd'hui ne sont pas très bons surchargés. C'est-à-dire qu'une audition parlementaire, où il y avait une représentante syndicale qui expliquait qu'ils avaient entre 100 et 140 dossiers par cabinet d'instruction. Voilà, ça leur laisse un jour et demi, 2 jours pour juger chaque affaire, sachant que pour des dossiers de stup ou de viol, ça peut prendre ce sont des enquêtes qui sont extrêmement longues. Un dossier de violence policière, c'est compliqué. C'est compliqué parce que, comme les forces de l'ordre ont le droit d'utiliser la force, il y a quand même beaucoup de vérifications à faire pour montrer que l'usage de la force pouvait être illégal. Ça demande des expertises, ça demande des dossiers d'une certaine technicité. Et souvent, les juges d'instruction, ils les récupèrent après les enquêtes qui ont un peu traîné sur le bureau du procureur, n'ont pas forcément été bien faites par les policiers. Et donc, en fait, ils ont une pile d'affaires et ils ont un dossier un peu pourri qui arrive. La tentation peut être grande de mettre sous la pile. Vu la surcharge de travail, ce ne sera pas forcément impossible de laisser traîner très longtemps. Dans les dossiers qui traînent depuis le plus longtemps, on pense à celui de Zineb Redouane, qui est toujours coincé quelque part sur un bureau de juge d'instruction. Mais finalement, il y a tellement d'affaires qu'on peut laisser traîner. À ce stade-là, on va dire qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt aussi établi qu'avec les procureurs ou qu'entre les enquêteurs et les policiers. Mais vous allez vraiment dépendre de la personnalité du juge d'instruction et de sa volonté de poursuivre ce type d'affaires. C'est tout à fait possible de laisser traîner. Il y en a qui vont avoir des sympathies pour le corps policier en disant que quand même ils ont un métier très difficile. Après, il y en a qui vont décider de reprendre l'enquête. Et si vous n'avez pas trop perdu de temps, et si assez de preuves ont été collectées rapidement, ça peut avancer. Mais ça reste compliqué. Le troisième lieu où vous allez trouver cette problématique de proximité police-justice, c'est au tribunal. Alors c'est un lieu que très peu de victimes de violences policières voient, puisque finalement toute cette phase d'enquête que je vous ai survolée, si vous voulez plus de détails, je vous invite à lire le livre, ça prend du temps et en fait on a beaucoup de pertes de preuves, beaucoup de découragement aussi des victimes. Et donc il y a des filtres énormes pour arriver jusqu'au procès. Globalement, quand on les arrive à faire arriver au procès, c'est qu'elles sont souvent accablantes. Mais même là, et même d'ailleurs, il y a une difficulté de proximité de la police, littéralement, c'est-à-dire que si vous allez assister à des procès de policiers, des procès demandés par des victimes de violences policières, moi tous ceux que j'ai faits, c'est très net, la moitié de la salle, ce sont des policiers. Qui viennent soutenir leurs collègues, des représentants syndicaux, ça se sent. Enfin, on les remarque tout à fait par rapport au reste de la salle. Ils sont très à l'aise. Il y a de toute façon des policiers dans l'enceinte du tribunal, parce que c'est normal, ils travaillent là, ils accompagnent les prévenus. Et donc, ça crée une espèce de pression. Et finalement, c'est le moment du procès, c'est un moment où symboliquement, on voit bien que l'instance policière est très à l'aise avec la justice. Et que souvent les victimes de violences policières peuvent l'être moins rodées à ce qui se passe et se sentir beaucoup plus mal à l'aise par rapport à ce qui va être fait ou dit. Et on en arrive à la seconde spécificité des violences policières, de la justice face aux violences policières et du traitement judiciaire. Au-delà de ces conflits d'intérêts, ce sont des affaires où on a une très forte culpabilisation de la victime, qui peut faire un petit peu penser à ce qui se passe pour les violences sexistes et sexuelles. C'est-à-dire que, c'était une avocate qui avait dit ça dans une plaidoirie, quand on est victime de violences policières, on est toujours un peu coupable. Et ça se passe à absolument toutes les étapes. Au moment où les violences policières se produisent, par rapport à la communication officielle, je me rappelle d'une personne qui était encore hospitalisée après avoir pris une grenade dans la tête et qui voyait, il me semble que c'était Emmanuel Macron, féliciter les forces de l'ordre pour leur action. Ce genre de manifestation, c'est extrêmement violent quand vous venez de perdre un œil et qu'au plus haut niveau de l'État, on félicite le corps qui en est responsable à la télévision. Et puis, en fait, dès qu'il y a des cas de violence policière, il y a une communication qui s'enclenche. Ça va du plus au niveau de l'État, au préfet, en passant par aussi
toutes les informations qui vont être relayées par des journalistes sur le fait que ce refus d'obtempérer, en fait, la voiture fonçait sur les policiers. Alors, dans pas mal de cas, c'est quand même démenti par l'enquête a posteriori. Je pense à l'histoire des refus d'obtempérer, parce que c'est déjà arrivé que les médias relaient le fait que les policiers s'étaient sentis en danger parce que la voiture leur fonçait dessus, et puis en fait, l'enquête montre que la balle est arrivée dans le dos de la personne, donc en fait, la voiture n'était pas du tout dans le sens qu'ils indiquaient. Bon, il y a une problématique de journalisme qui fait que beaucoup de journalistes couvrent des faits divers, donc sont extrêmement dépendants de leurs sources policières pour les informations. Donc, dans les cas de violence policière, ils vont aussi relayer les informations que leur fournit la police, et donc finalement, ça va être des informations qui vont dans le sens de la version policière des faits. Donc ça, c'est extrêmement violent pour les victimes parce qu'elles se retrouvent directement dans une espèce de bain médiatique et de discussion sur les réseaux sociaux où elles ont subi des violences, et en fait, elles se retrouvent, l'agresseur, finalement, excusé d'entrée de jeu, avant même que l'enquête ait pu commencer, avant même qu'il y ait une plainte. Ça peut même être un motif de renoncement à la plainte, puisqu'on se dit que de toute façon, c'est perdu d'avance, vu le contexte général. Et ça, c'est quelque chose qui est bien connu des avocats. Il y a des avocats qui décident de jouer le jeu et de rentrer dans une bataille médiatique pour essayer de contrer ce narratif. Mais là encore, il y a des effets de discrimination très forts qui se jouent. C'est-à-dire que c'est plus facile de faire monter votre client dans les médias s'il va s'exprimer, s'il s'exprime bien, s'il est charismatique, si c'est une fille de médecin plutôt qu'un jeune de banlieue au chômage. Donc voilà, à ce moment-là, il y a une bataille de l'image qui s'enclenche, mais en tout cas, c'est plutôt défavorable à la victime. De la même manière, dans l'enquête, ça rejoint d'ailleurs la problématique de biais des forces de l'ordre, mais ce sont des enquêtes où on va aller chercher la faute de la victime. Alors ça peut se justifier dans un certain sens, puisque l'usage de la force peut être justifié si la personne qui a subi la force allait commettre un crime ou allait présenter une menace. Donc, comment on évalue si cette personne s'apprêtait à en tabasser une autre ou à utiliser une arme, ça c'est normal. En revanche, il y a aussi des enquêtes où on va remonter beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on va regarder le comportement d'une personne pendant toute la manifestation, et si elle a fait des doigts d'honneur, on va le mettre dans un dossier d'enquête sur le fait qu'elle se soit fait casser les dents après, à la fin de la manifestation. Il n'y a pas grand-chose à voir. Il y a aussi des enquêtes de personnalité qui sont lancées, où on va aller chercher si la personne a déjà consommé des drogues, on va interroger le voisinage, alors que c'est la victime. C'est pas du tout ce qu'on fait normalement. On va aller, il y a des victimes les enquêteurs sont allés les chercher au traitement des encaissements judiciaires. Normalement, on fait ça pour le coupable, pas pour la victime. Donc, pendant toute cette période d'enquête, ça va renforcer d'ailleurs dans la tête des personnes qui cherchent à faire des plaintes le fait que la justice va être plutôt contre eux. Et c'est vrai que les enquêteurs vont particulièrement chercher comment accabler la victime, et c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve ensuite dans les procès où tous ces éléments sont ramenés, même quand ils n'ont rien à voir avec le moment où le tir ou le tabassage a eu lieu. Un autre élément qui fait que la victime est toujours un peu coupable littéralement, c'est que beaucoup de policiers vont utiliser des contre-plaintes. C'est-à-dire que dès qu'il y a une plainte qui va être déposée contre eux pour violence policière, immédiatement il y aura une plainte pour outrage et rébellion déposée contre la victime. Alors ce qui est très compliqué parce que souvent c'est du parole contre parole. Or, la parole de la police, elle a un poids particulier auprès de la justice, puisque j'en reviens au fait que les magistrats ils travaillent au quotidien sur la base de procès-verbaux de policiers. Donc commencer à questionner ce que disent les policiers, c'est questionner toute la base de leur travail. Donc oui, ils vont avoir tendance à davantage croire les policiers. Et du coup, la plainte pour outrage et rébellion, alors logiquement, l'idée, le mieux, ce serait de lier les affaires. D'autant plus que des fois, ça a du sens, parce qu'effectivement, il y a des personnes qui insultent les policiers, mais quand ça se passe au moment où ils se font tabasser, ça donne un contexte. Mais souvent, en fait, ce sont des plaintes qui vont aller beaucoup plus vite, parce qu'elles sont moins techniques, et puis finalement, le magistrat, ça lui fait un dossier en moins à traiter, donc il le fait. Et donc, en fait, on a des victimes de violences policières qui vont se retrouver condamnées pour outrage et rébellion. Par exemple, Déborah, c'est une jeune femme qui avait perdu son enfant après avoir été frappée lors d'un contrôle, je crois que c'est sur un port de masque. Elle a été condamnée, et donc en fait, quand sa plainte arrive pour les violences qu'elle a subies, elle a un casier judiciaire qu'elle n'avait pas avant.
Donc ça participe au fait que la victime va toujours être un peu placée dans une situation de coupable. Alors tout ce que je vous dis est très décourageant. Je suis désolée. Après, je vais finir sur comment est-ce qu'on pourrait faire autrement. Mais c'est très décourageant et en fait, ça fait qu'il y a énormément de plaintes qui ne sont pas déposées ou qui sont abandonnées en cours de route parce qu'en fait, c'est beaucoup trop difficile. Et tout ce qui va faire la différence, c'est la gravité des faits, c'est-à-dire que quand il y a un décès, les familles des victimes en général ne laissent pas tomber. Quand il y a des blessures extrêmement graves, les gens ne laissent pas tomber. Mais pour des violences un peu légères, en fait c'est moins coûteux, dans tous les sens du terme, financièrement, moralement, psychologiquement, de laisser tomber. Ce qui est à la fois très compréhensible, je ne peux pas blâmer les gens pour ne pas porter plainte sur un malaise à cause de la gaz lacrymogène dans une manifestation, même si ce serait possible en fait, de le faire, mais évidemment c'était beaucoup trop coûteux de le faire. Et donc en fait, ça fait qu'il y a des pratiques violentes qui s'ancrent dans la police parce qu'en fait ils savent qu'ils ne risquent rien. Que pour une baffe dans un commissariat, un petit tabassage de dealer, c'est quand même... voilà, il y a assez peu de chances que quelqu'un qui est déjà dans le collimateur de la justice aille porter plainte. Ça arrive, mais c'est quand même, ils savent qu'ils risquent plus de problèmes qu'autre chose. Donc en fait, ça ancre des pratiques violentes chez certains membres des forces de l'ordre. Et le troisième point clé qui explique l'injustice par rapport aux violences policières, c'est ça, je regrouperais l'absence de volonté de l'institution policière et du monde politique de faire mieux. L'institution policière pourrait prendre des sanctions même en dehors du judiciaire, c'est-à-dire que le commandant peut prendre des sanctions administratives contre les policiers, voire même des fois ce serait pas plus efficace. L'institution policière est extrêmement sanctionnée, une des administrations les plus sanctionnées, et c'est vrai, ils sont très sanctionnés, mais ils ne sont pas sanctionnés pour les faits de violence. Ils sont sanctionnés pour des détournements de matériel de la police, pour des manquements au devoir de loyauté. Ils sont très peu sanctionnés pour les faits de violence policière, et les sanctions sont généralement extrêmement faibles pour ces faits-là. Ça s'explique par plein de facteurs. Il y a la question de la solidarité, de l'effet de corps. Il y a le fait que c'est pas forcément vu comme grave. Je reviens sur la question de la baffe dans le commissariat. En fait, les pratiques violentes sont tellement ancrées qu'à un moment, voilà, tant pis, c'est pas très grave, on comprend que même si on subisse beaucoup de tensions, donc finalement, il n'y a pas vraiment d'enjeu d'exemplarité. C'est pas un élément sur lequel la hiérarchie se montre très sévère. Il pourrait l'être, par exemple, sur les stupes, sur la consommation de stupes, là, ça ne passe pas. Mais par contre, des petites violences, c'est un peu accepté par l'institution, voire même très accepté. Et puis c'est une forme de, encore une fois, ça vient plutôt de sources policières, c'est une forme de gestion des ressources humaines. Se dire, bon, je vous arrange la sauce pour ce coup-là, mais vous allez me ramener plus d'interpellations, vous allez faire avoir des bons résultats. Donc c'est une manière de tenir un peu les troupes. C'est lié aussi à la manière dont on fixe les missions de la police. On a des objectifs chiffrés aujourd'hui, qui fait qu'il faut avoir beaucoup de bleus sur le terrain, et il faut ramener beaucoup d'interpellations. Donc si on a une compagnie qui ramène beaucoup d'interpellés, même si elle est un peu violente, en fait, pour le chef, c'est quand même intéressant de les garder et puis de leur arranger le coup parce qu'en fait, c'est bon pour les résultats du commissariat. Et puis il y a aussi des zones où les gens ne veulent pas être affectés, donc ils ne peuvent pas tellement se permettre d'aller suspendre quelqu'un ou de se mettre en difficulté par rapport à leur policier, à la BAC, donc ils vont arranger les choses. Et donc en fait cette tolérance de la hiérarchie, encore une fois, ça ancre les comportements problématiques. Il y a aussi un rôle des syndicats qui, eux, montent systématiquement au créneau pour défendre leurs troupes. Et puis voilà, les syndicats ils ont un pouvoir assez fort parce qu'ils sont dans la collusion sur les avancements. Et puis ils font des tracts. Contre toute personne qui leur pose problème, que ce soit un ministre
ou un commissaire, et voilà, c'est pas très bon pour un commissaire d'avoir un tract syndical dans son dossier, donc on va éviter de les contrarier, donc ils vont laisser passer certaines choses. Le dernier échelon qui maintient ce statu quo, c'est l'absence de volonté politique de changer tout ça. L'absence de volonté politique, elle peut s'expliquer parce que les politiques chiffrées, les politiques de maintien de l'ordre public ou de maintien de l'ordre, elles sont plutôt mauvaises. C'est-à-dire que la lutte contre la délinquance telle qu'elle est faite aujourd'hui, c'est quand même beaucoup utiliser l'institution policière pour cacher des problèmes sociaux, des problèmes d'urbanisme, des problèmes d'éducation. On utilise la police pour n'importe quoi. Le maintien de l'ordre, c'est aussi une façon de ne pas régler les questions de dialogue social. On a des politiques de maintien de l'ordre qui font qu'on va confier des armes mutinantes à des troupes qui ne sont pas hyper bien formées dans des situations où ils sont excédés parce qu'ils doivent se mobiliser tous les samedis. Il n'y a pas vraiment de raison que ça se passe bien. Si on se mettait à condamner les policiers pour les cas d'usage illégal de la force, les policiers n'accepteraient plus de faire aussi mal leur travail. Parce qu'en fait, eux-mêmes paieraient le prix de ces mauvais choix politiques qui ont été faits. Donc en fait, tant que la politique de l'utilisation de la police, des forces de l'ordre en général est mauvaise, ils n'ont pas intérêt à ce que la justice fasse leur travail, parce que ça mettrait en lumière toutes les failles de l'utilisation de la police. Je vous ai expliqué pourquoi on est là. On est là. Pour faire autrement. Alors il y a plein de solutions techniques qui pourraient améliorer un petit peu les choses à court terme. Et puis après, il y a des solutions politiques, on va dire, à plus long terme. Dans les solutions techniques, je reviens un peu sur ce par quoi j'ai commencé. Le premier truc, ce serait la transparence. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir une comptabilisation objective de la situation. Aujourd'hui, on est un peu dans une guerre de la communication, parce que moi je parle beaucoup des alertes sur le fait que la justice traite mal les violences policières, mais si vous demandez à des personnes plus proches du ministère de l'Intérieur, ils vous diront que la police est persécutée par les juges. Donc en fait, on a deux visions du monde qui s'affrontent. Moi je proposais de l'objectiver, et vraiment de mesurer tous les cas où il y a des usages illégaux de la force, et puis la manière dont le nombre de plaintes, le nombre de classements sans suite, de non-lieu, de condamnation. Ça permettrait de voir où on en est, et puis si on se rend compte qu'effectivement il y a quand même très peu de condamnations à des peines très faibles, on pourrait fixer des objectifs pour améliorer la situation. Le deuxième bloc de solution, ce serait de dénouer tous les conflits d'intérêts. Je pense que les procureurs ne sont pas en situation de gérer correctement les plaintes sur les violences policières. Il y aurait d'autres choses à faire. On pourrait saisir immédiatement les juges d'instruction. Alors évidemment, il faudrait leur laisser de l'espace pour ça. Il faudrait qu'il y ait plus de juges d'instruction, plus de temps, qu'ils puissent mener des enquêtes. Mais en tout cas, ils ont un peu plus d'indépendance pour les traiter. Il y avait aussi des propositions de loi pour faire un dépaysement systématique des affaires, donc qu'elles ne soient pas traitées dans le ressort où ça s'est produit. Ça permet aussi d'éloigner l'administration de la justice ils ne traitent pas les policiers avec qui ils sont en contact, donc c'est beaucoup plus simple. Ça doit être accompagné aussi de mesures pour que la victime n'ait pas à faire des heures de trajet pour suivre son dossier, ou en tout cas que ce soit indemnisé et que les dossiers soient transmis rapidement, mais ça peut faire partie des solutions. Et puis, un enjeu qui est central, c'est l'indépendance des enquêteurs. On ne peut pas continuer à avoir un IGPN schizophrénique ou des cellules de déontologie qui enquêtent sur les collègues avec qui ils prennent des pauses café. Des organes d'enquête indépendants, ça existe. Alors ça existe même en France, c'est la défenseur des droits, qui aujourd'hui a très peu de pouvoir, très peu de budget. Mais il y a d'autres pays qui ont mis en place des organes d'enquête où il y a à la fois des représentants de la société civile, des avocats, quelques policiers, ça peut être des policiers en fin de carrière, mais qui n'ont plus d'enjeu. Ça peut être utile pour avoir une analyse du travail policier, mais en tout cas qui ne sont pas majoritaires, qui ne sont pas sous tutelle du ministère de l'Intérieur comme les policiers. Donc ça permettrait de dégager déjà beaucoup de possibilités d'avoir une vision plus objective des enquêtes et une velléité d'avancer, une fois les objectifs fixés, d'amélioration de la situation. Il faudrait aussi qu'il y ait une vraie politique pénale en la matière, c'est-à-dire que à la fois
le parquet, enfin que le ministre de la Justice produise des circulaires pour vraiment inciter à aller sur ce type d'infraction, fixer des devoirs d'exemplarité à la police, sans que la police ne se sente attaquée pour cette raison. Et puis qu'il y ait des formations des magistrats aux questions d'usage de la force, on pourrait même envisager des campagnes pour encourager les victimes à porter plainte, en fait, pour montrer que l'État est soucieux de ce type de criminalité et que l'idée c'est de les traiter correctement. Encore une fois, il ne s'agit pas de persécuter la police, mais uniquement de persécuter les mauvais comportements de policiers. Évidemment, on est très très loin de ça. J'avais beaucoup cherché s'il y avait des circulaires du ministère de la Justice qui parlaient du traitement des violences policières. J'en ai trouvé une de 2016 qui disait simplement qu'il fallait les affecter au bon service. Et voilà. Par contre, il y en a beaucoup sur le traitement judiciaire des délits commis par les manifestants. Et donc, sur cette volonté du pouvoir politique, la seule manière de l'obtenir, je pense, c'est vraiment d'avoir un changement sur la politique du maintien de l'ordre et les missions qui sont confiées à la police aujourd'hui. Donc là, je ne vais plus vous parler de justice, mais je vais vous parler de police. Aujourd'hui, il y a quand même un vrai problème sur les missions qui sont confiées à la police et sur la manière dont les policiers sont utilisés. C'est d'autant plus problématique qu'on a encore là un effet de renforcement des comportements, puisque des policiers qui avaient une vision différente de leur métier ne sont pas forcément encouragés à rester en service, parce que c'est très compliqué. Alors évidemment, c'est pas pareil dans tous les commissariats, il y a des différences, mais en tout cas, le fait de maintenir un statu quo, il y a une solidarité et une omerta sur des comportements problématiques, va plutôt renforcer ces comportements problématiques. Et donc en fait, il faudrait complètement repenser la manière dont on envisage le rôle de la police et donc on utilise la police. Encore une fois, il s'agit de la gestion des manifestations. La police ne peut pas pallier au dialogue social, donc il faudrait s'attaquer à ça. Je vais laisser la parole à Fred après pour parler justement des manifestations, peut-être pour conclure, parce que je n'ai pas pu couvrir, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de sujets dans ce livre. Le point qui est compliqué sur les questions judiciaires, c'est pour ça que je voulais en parler, c'est que c'est très long. Les procédures, elles sont très longues, elles sont épuisantes pour les victimes. Et en même temps, c'est très important parce que quand même, quand il y a des condamnations, encore une fois, c'est le moment où on signale que ça ne va pas et ça pourra un peu faire bouger les choses. Parce que s'il y a cette condamnation, encore une fois, à un moment, je pense que le problème politique, il se verra. Parce que je ne dis pas qu'il n'y a pas... il y a des cow-boys dans la police, il y en a qui font n'importe quoi, mais quand même, globalement, l'explosion des violences policières, elle vient beaucoup de la manière dont on utilise la police. Et donc c'est bien que des personnes essayent de porter plainte, essayent de faire avancer la justice, mais c'est extrêmement compliqué. Ça a un coût, en plus pour des personnes qui ont été gravement blessées, qui perdent leur travail, qui se retrouvent en situation de handicap, qui doivent payer des frais d'avocat, des expertises, etc. Du coup, j'en fais un appel, si vous voyez passer des caisses de soutien à des personnes qui se battent pour obtenir justice pour les violences policières, c'est vraiment important de les soutenir. Il y a l'association des mutilés pour l'exemple qui regroupe pas mal de ces personnes-là. Je pense notamment à Vanessa, qui est une des témoins que j'ai interrogée dans le cadre du livre, qui en ce moment a vraiment besoin d'aide pour ses soins médicaux. Vanessa, finalement, elle n'a pas eu vraiment le temps de manifester. Elle a une manifestation des Gilets jaunes. Au bout de 20 minutes, elle a pris un tir de LBD dans la tête. Elle a perdu la vue d'un œil, le goût, l'odorat, elle a des problèmes neurologiques. Une partie de ses soins est remboursée par la sécurité sociale, mais pas tout, notamment les transports pour bénéficier de certains soins, transport et logement. Donc voilà, je finirai en vous encourageant, au-delà des demandes de changement politique, à soutenir les personnes qui portent ces combats et qui en ont vraiment besoin. Voilà, donc moi c'est Frédéric Villot, moi je suis l'agent de lycée. Et du coup, par rapport à ce qu'a dit Sophie, c'est clair que quand on est dans le tourbillon comme ça de la répression, on
on ne sait plus quoi faire, on ne sait pas comment réagir, puisque moi, à la base, je suis militant syndicaliste, on n'a jamais eu de soucis avec la police. C'est une fois qu'il y a eu manifesté, protesté contre le fait que la ville soit plus du tout accessible, et en fin de compte, c'est là qu'on a subi les premières vraiment grosses répressions policières sur Besançon, puisque moi, avec le porte-voix, en scandant des slogans, avec le chasuble, j'ai été étranglé, jusqu'à ce que je ne puisse plus balancer de slogans. Et j'ai eu un petit doigt cassé, qui est toujours cassé d'ailleurs, par rapport au fait qu'on s'approchait des boucliers et que la police avait dit après les boucliers, il n'y a plus de loi. Voilà. La loi est différente après les boucliers. Et du coup, voilà, ça a commencé comme ça chez nous. Du coup, après, je suis passé sur les ronds-points, donc avec mes camarades, on était sur les ronds-points. Et depuis, moi, que je me suis impliqué dans les Gilets jaunes de fait, j'étais comme l'autre, on était tous réunis sur les ronds-points, et en m'impliquant comme ça, du coup, c'est là que tout a commencé, que le tourbillon, la répression, la folle répression est arrivée, et en fin de compte, voilà, donc il y a un moment, j'ai reçu ça. Première fois de ma vie, j'ai eu un policier qui est venu chez moi, et qui m'a amené une convocation comme ça. Donc la convocation n'est pas du tout réglementaire, puisqu'on dirait même un tract. C'est assez impressionnant, et du coup j'ai reçu ça, c'était le 27 décembre 2018, et du coup ils ont sonné, ils ont frappé, j'ai reçu ça, ils m'ont dit qu'il faut venir tout de suite, et il y avait quelqu'un qui était aussi dans le mouvement des Gilets jaunes, qui avait été convoqué en même temps que moi. Du coup on a été embarqué, et là j'ai commencé à faire ma première garde à vue, c'est-à-dire que j'ai fait 8 heures de garde à vue. Moi je ne savais pas trop comment c'était, mais c'est vrai que c'est violent une garde à vue, puisqu'en fin de compte, on est dans une sorte de cachot dégueulasse, il faut demander pour aller pisser, il faut aller demander pour boire un coup, on n'a pas de notion du temps, c'est compliqué, puis on se pose des questions, on se dit mais pourquoi je suis là? Et en plus on se fait interroger par les policiers, du coup moi ils avaient montré des publications sur Facebook en disant c'est vous qui avez écrit ça, et du coup là ils m'avaient mis en garde à vue en tant qu'organisateur des manifestations sur Besançon pour le mouvement des Gilets jaunes. Et du coup après il n'y a pas eu de suite par rapport à ça, il n'y a pas eu de procès, il n'y a rien eu. Et donc après j'ai reçu, le 8 février, j'ai reçu une lettre du préfet disant qu'il fallait que je déclare, en tant qu'organisateur, il fallait que je déclare les manifestations. Et moi je participais comme les autres, et en fin de compte, je n'étais pas en aucunement organisateur, je mettais des publications sur Facebook, mais rien de plus. Et après, c'est là que ça s'est tout enclenché, c'est-à-dire que le 8 février, donc, ils nous ont apporté cette lettre du préfet. Ils ont annoncé que mon ex-femme avait une convocation à la police le 13 février, donc elle a fait 24 heures de garde à vue. Le 14 février, quand elle a été libérée, en fin de compte, dès qu'elle a été libérée le matin, on apprenait que mon beau-fils, que j'ai connu à l'âge de 4 ans, c'est comme mon fils, a été mis en garde à vue à la sortie de mon ex-femme. Donc, et pour finir, la semaine, qui avait très bien commencé, malheureusement, mon beau-fils a été embarqué depuis son travail et a été mis en comparution immédiate au tribunal. Et du coup, nous, on ne savait pas du tout ce que c'était la comparution immédiate, tribunaux, on ne savait pas du tout ce que c'était. Et en fin de compte, il a été condamné à 6 mois ferme. Il avait un an de condamnation par rapport à ça, par rapport au fait qu'il avait jeté un pétard de mortier sur les gendarmes, en réaction par rapport à sa mère qui s'était fait blesser par un palet de lacrymogène. Et du coup, il a été condamné à 1 an de prison, dont 6 mois ferme. Il faut savoir que mon fils, il avait à peine 20 ans et il n'avait pas de casier judiciaire, rien du tout. Et du coup, on l'a vu partir directement incarcéré. Ce jour-là, c'est vrai que c'était très 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 compliqué, parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. Et donc il a fait 6 mois ferme, et en fin de compte, il a fait 3 mois ferme, et après il a eu quand même un aménagement de peine, donc il a eu un bracelet électronique. Voilà. Et après, c'est enchaîné, donc la police a continué à mettre la pression, donc
convocation de la police pour organisation de manifestation, donc une garde à vue de 5 heures le 27 février. Donc là, ça va vite quand même. Puis j'ai été libéré au bout de 5 heures, puis après, en fin de compte, le 28 février 2019, il y a eu une perquisition à mon domicile à 6 heures du matin. Du coup, la police est venue, frapper fort pour qu'on puisse, qu'ils puissent rentrer, accéder à l'immeuble. Donc ils sont rentrés, ils ont frappé. Je les ai vus débarquer comme ça, moi je dormais tranquille, et du coup on s'est levé rapide, et du coup, voilà, c'est un choc, ils sont là, ils sont à 4, ils sont avec une caméra, ils fouillent partout, on se demande ce qui se passe, et du coup, c'est vraiment choquant. Moi, c'est ce qui m'a le plus traumatisé, entre guillemets, puisque des fois j'y pense le matin en dormant, des fois je me dis, mais ils vont débarquer, et, enfin voilà, quoi, c'est... Alors tout ça pour trouver donc un cahier jaune, hein, où il y avait des comptes rendus de réunion de Gilets jaunes qu'ils ont mis sous scellé. Et à ce moment-là, ils m'ont saisi mon ordinateur personnel, et ils m'ont saisi mon téléphone, et ils ont saisi une caméra style GoPro, ils avaient saisi un autre ordinateur, et du coup, depuis là, depuis encore à ce jour-là, j'ai toujours pas récupéré mon matériel. Il n'y a pas eu de procès, il n'y a rien, ils ont toujours mon matériel. Dans toute impunité, je me suis renseigné par rapport à ça, et en fin de compte, je voulais savoir si c'était sous scellé, s'il y allait avoir une enquête, s'il y allait avoir quelque chose, et en fin de compte, non, pas de traces au tribunal, et en fin de compte, je suppose que c'est encore au commissariat, mais je ne sais pas. Voilà. Et donc, par rapport à ça, j'ai été emmené directement dès le matin par les policiers, par deux policiers de la BAC, entre les deux policiers. Ils ont fouillé même ma voiture, ils ont trouvé un tract gilet jaune, enfin, une belle affaire. Donc voilà, et donc après, depuis après, tout s'est enchaîné, a continué de s'enchaîner. Donc j'ai fait 24 heures de garde à vue pour le slogan Castaner assassin, et là que j'ai été sous mandat syndical. Puis il y a eu le procès du slogan Castaner assassin, où on a été condamné. Et après, en fin de compte, on a fait appel, moi j'ai fait appel par rapport au slogan Castaner assassin, donc on a été de nouveau condamné par rapport à juste un slogan, hein, parce que c'était le slogan pour dire que Castaner c'était un assassin de la démocratie. Il était venu à Besançon visiter le nouveau commissariat, on a été embarqués, menottés, enfin voilà, on n'a vraiment pas pu faire entendre nos voix, donc voilà, il n'a jamais entendu Castaner assassin, ça c'est clair, et voilà. Et après j'ai appris en étant en garde à vue que, en fin de compte, il faut toujours dire je n'ai rien à déclarer, puisque quand on commence à parler, en fin de compte, il faut toujours avoir des éléments contre vous, alors que moi, je répète, hein, je manifeste pacifiquement, avec force, détermination, c'est clair, avec des slogans qui s'entendent, et évidemment, voilà, je fais une grande braillotte, et du coup, voilà. Mais j'ai appris à me taire en garde à vue, puisque en fin de compte, après, ils ont rien, ils n'ont aucun élément par rapport à ça. Même des fois, ils vous montrent des vidéos, vous êtes là, c'est vous là, mais c'est pas facile, c'est toujours compliqué, c'est stressant d'être là en face d'eux, et puis de dire je n'ai rien à déclarer, mais vraiment il faut le faire, hein, parce que si à un moment vous arrivez dans ces situations-là, taisez-vous, et voilà. Et aussi il faut savoir qu'il y a eu beaucoup ils ont essayé d'apporter atteinte à ma réputation, à notre famille, en disant que ma femme avait des relations, voilà, ils parlaient de ça en garde à vue, à d'autres personnes qui étaient en garde à vue, ils parlaient en disant il n'a rien à faire de sa vie, il ne faut pas être avec lui, enfin voilà, ils n'ont pas arrêté de dénigrer. C'était vraiment une période assez violente, compliquée. Et du coup, par rapport au procès Castaner, j'ai vu avec mon avocat, j'ai eu un avocat qui est super sympa, ça a bien fonctionné entre nous. La défense, voilà, moi j'ai rien à me reprocher, je ne fais que revendiquer, c'est un droit qui est un droit constitutionnel, le droit de manifester, la liberté d'expression. Et en fin de compte, il a bien compris ça, et qu'en fin de compte, c'était une défense de rupture, c'est-à-dire que moi je dis ce que je fais exactement, voilà ce que j'ai fait, mais par contre je ne vais pas m'excuser par rapport à ça, c'est nos droits et on n'a pas à reculer par rapport à ça. Et donc on a été jusqu'au bout pour le slogan Castaner,
assassin, et on est allé en cour de cassation. Alors c'est pas évident, parce qu'on ne sait pas comment il faut le faire. Du coup, j'ai fait faire un mémoire par mon avocat, et l'avocat, en fin de compte, il a réussi à gagner, et en fin de compte, alors ce qui est rigolo, c'est que j'ai appris par la presse, par le Figaro en plus, du coup, voilà, alors qu'on était en manif devant la presse, nous, j'apprends ça, ah, ça y est, t'as été... je dis, bah tiens, et en fin de compte, oui, moi, j'ai pas eu l'info, par contre, la presse avait l'info avant moi. Ça, c'est assez exceptionnel. Donc voilà, tout ça pour expliquer que c'est compliqué d'aller jusqu'en cour de cassation. Heureusement que j'ai l'avocat qui m'expliquait un peu comment faire, qui a voulu se bouger. Et lui, ça l'a vraiment intéressé de défendre les droits fondamentaux, le droit de manifester, la liberté d'expression. Et c'est pour ça qu'il était très intéressé, de ça le changeait un petit peu de ce qu'il faisait avant. Et voilà. Et après, malheureusement, ça a continué. Donc j'ai encore fait malheureusement de la garde à vue par rapport à la réforme des retraites. Donc une fois qu'on est dans le collimateur, c'est fini. Hein. Mais pour résumer, je vais vous résumer un petit peu la chose, c'est qu'il y a eu 9 gardes à vue, donc avec 166 heures de privation de liberté, tout ça pour manifester pacifiquement, une perquisition, 6 procès au pénal, donc tous relaxés, à part le dernier, pour l'instant il y a un appel, mais le dernier c'est celui du 7 mars. En fin de compte, c'est par rapport au 7 mars, c'était une manifestation contre la réforme des retraites. On avait, avec le syndicat de base, on était plus d'une centaine, on a bloqué l'entrée de Besançon, enfin, on a bloqué le rond-point et en fin de compte, les gens pouvaient faire demi-tour et puis voilà, on a empêché d'entrer sur Besançon. Et là, j'ai été, alors là, ce qui était assez drôle, c'est que la police est venue à mon domicile, m'a donné une convocation qui était datée du 26 mai, et en même temps, elle l'a fait pour le journaliste Toufik de Planoise. Donc, ils sont arrivés avec une convocation à domicile le 26 mai, et après, ils se sont aperçus qu'ils s'étaient plantés. Et du coup, ils nous ont ramené notre convocation, marquée le 26 avril, tout ça parce que Macron venait au château de Joux. Et en fin de compte, la veille, on était placé en garde à vue. Et donc là, il y a eu une garde à vue de 24 heures, puis présentation au procureur de la République, puis je suis passé au, comment on appelle ça, juge des libertés et détention, et en fin de compte, j'ai eu un contrôle judiciaire. Alors au départ, la procureure ne voulait plus que j'ai de contact avec Toufik, le journaliste de Planoise, que je ne porte pas d'armes alors que je n'en porte jamais, et voilà, donc il y avait des choses qui n'étaient pas acceptables. Du coup, la juge des libertés de détention, j'ai eu que le contrôle judiciaire, enfin, jusqu'au procès. Et en fin de compte, au procès, j'ai été condamné à 1 euro d'amende avec sursis. Et du coup, on a fait appel. Et j'attends pour l'instant le procès qui devrait arriver. Je ne sais pas quand. Et pourquoi j'ai fait appel? Parce que je n'ai pas été condamné, puisqu'en fin de compte, c'était une action syndicale. On était plus d'une centaine de personnes. Voilà, c'était notre droit de manifester qui a attaqué, donc il n'y a aucune raison. Mais pourquoi ils veulent me condamner? C'est qu'après, une fois qu'on est condamné, on peut avoir une autre condamnation derrière, et là c'est différent. Parce qu'une fois qu'on est condamné, du coup c'est plus sévère derrière. Donc voilà. Et il y a une volonté vraiment de mettre la pression sur moi. Et en fin de compte, donc il y a eu ces 8 convocations au commissariat, donc 5 en audition libre, sans suite. 21 amendes, donc à 135 €. Ça a été au moment des gilets jaunes, au moment des antipasses sanitaires, enfin voilà, des fois de la vidéo-verbalisation, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ils vous voient dans la caméra, et puis ils vous envoient une amende directement chez vous, de 135 €. Ou des fois, 2 amendes le même jour. Voilà. Donc, toutes les amendes, je les ai contestées, ce qui fait que, en fin de compte, je suis allé presque 18 fois devant le tribunal de police. D'ailleurs, j'ai reçu récemment une nouvelle convocation pour le tribunal de police. Par rapport à une amende que j'ai contestée, puisqu'il y avait Rob Berger qui venait donc à Heunan, donc c'est dans le Doubs, et en fin de compte, elle venait visiter une maison associative, et en fin de compte, par rapport à ça, moi j'avais contesté, et j'étais avec mon syndicat de base, j'avais mon chasuble, le porte-voix, et j'avais balancé des slogans
comme on balance des slogans par rapport à la réforme des retraites, par rapport à tout ça. Et puis, donc, j'ai eu une amende de 68 € pour bruit ou tapage injurieux troublant la tranquillité de l'autrui. Voilà, il faut savoir aussi que j'ai eu une amende pour distribution de tracts au moment de la réforme des retraites. On était plus de 70 à distribuer des tracts. Et en fin de compte, j'ai été ciblé, j'ai eu 135 € d'amende pour une distribution de tracts. Donc tout est contesté, mais bon, voilà. Donc là, il faut que je me présente à Montbéliard le 27 mars. Voilà, j'ai de ça à foutre. Enfin, voilà. Donc avec le syndicat de base, ben, on ira. Mais enfin, voilà, ça devient infernal. Et on s'est rencontrés avec Anne-Sophie par rapport à tout ça, quand elle était à Amnesty. C'est vrai qu'elle a beaucoup œuvré pour la défense. Elle est même venue, quand j'étais... j'ai passé le procès à Dijon, parce que j'ai été interpellé par rapport à la loi sécurité globale. Et du coup, j'ai été interpellé. Alors, la manifestation était terminée, je rentrais tranquillement chez moi avec les camarades. Et du coup, ils m'ont vu, puis j'avais, je ne sais plus, j'avais un écriteau qui parlait de la police, mais c'était pas très violent. Hein. Et en fin de compte, si police floutée, police pas nette, j'ai dit. Voilà, ça devait être ça. Et du coup, je suis passé dans une rue, mon téléphone s'est arrêté d'un seul coup. Je suis passé dans la rue, et tout d'un coup, je demande aux policiers, mais ça, c'est la réalité, malheureusement, je suis un peu naïf. J'ai demandé aux policiers où était la rue de la République, parce qu'il fallait que je retrouve la voiture, parce qu'on était venu à plusieurs. Ils m'ont indiqué où était la rue, et à un moment, ils sont arrivés sur moi, ils m'ont pris par les bras, les jambes, ils m'ont plaqué au sol, ils ont voulu me taser, ils disaient « taser, taser, taser !» Moi, j'étais là, je ne bougeais pas, et du coup... voilà, ça c'est très violent parce que je m'attendais alors absolument pas à ça. Et du coup, j'ai fait 44 heures de garde à vue à Dijon. Et du coup, les 24 premières heures, ça allait. Et après, ça a été de plus en plus compliqué parce que j'ai vu tous les camarades qui avaient été arrêtés ce coup-là qui partaient. Et moi, je restais. Et en fin de compte, ils voulaient absolument le code de mon téléphone. Ils l'ont pas eu. Moi, j'ai dit voilà, j'ai été perturbé par l'arrestation et je ne me rappelle plus de mon code. Non, mais je ne voulais pas le donner, voilà, je voulais pas le donner. Il n'y a aucune raison que je donne mon code de téléphone. Mais j'ai dit voilà. Alors après, il y a une policière qui me sortait de la garde à vue en me disant ça y est, vous avez retrouvé votre mémoire, c'est fini Alzheimer. Donc voilà, tous des trucs comme ça. Et malheureusement, moi j'ai dit j'ai pensé bêtement aux résistants pendant la guerre. Je me suis dit putain, ils avaient du courage quand même. Parce que, je veux dire, eux, ils ont subi la torture, tout ça, et moi, je lui ai donné mon numéro de téléphone. Non, j'ai dit, je ne vais pas le donner. Alors qu'on me menaçait de finir en tôle ou tout ça, mais voilà, j'ai dit, c'est pas grave. Je dis, voilà, par rapport à ces gens-là qui se sont battus, je veux dire, c'est rien du tout de refuser de donner un numéro de téléphone. Donc, voilà, et on s'est. Amnesty International France est venue, donc Anne-Sophie est venue, le jour du procès, qui était au mois de mai. Et c'est vrai qu'il n'y avait rien du tout dans le dossier, ça n'a pas duré longtemps, mais... Enfin voilà, ce qui était bien, c'est que j'ai eu le soutien d'Amnesty International France, je suis toujours en contact avec eux. Voilà, on se sent moins seul, mais c'est vrai que c'est compliqué au jour le jour de toujours avoir cette épée de Damoclès d'un nouveau procès, d'une nouvelle arrestation. Encore récemment, là, j'allais soutenir, le 18 février, c'est pas vieux, on allait soutenir avec notre syndicat de base notre camarade Denis qui est ici, qui se bat pour ses droits par rapport au SDIS. On allait le soutenir devant le tribunal administratif de Besançon et en fin de compte, la police est venue, a enlevé les banderoles de Denis, nous a poussé à essayer de m'arracher le porte-voix des mains et sont venus vers moi en me disant qu'ils allaient procéder à mon interpellation parce que j'étais organisateur du rassemblement. Et qu'il fallait le déclarer. Alors maintenant, c'est leur truc à eux. Voilà, il faut que le gouvernement autorise les manifestations, sinon vous n'avez plus le droit de manifester. Donc voilà. Mais voilà, c'est assez hallucinant. Et du coup, ils ont reculé, ils n'ont pas voulu le faire. Moi, j'ai protesté en disant que voilà, j'étais au syndicat, que c'était une action syndicale, qu'on venait soutenir notre camarade. Et du coup, on a pu rentrer dans la salle de séance, et en fin de compte, voilà,
ils ne m'ont pas interpellé. Mais c'est vrai que voilà, c'est toujours pénible. Là, je pensais vraiment que j'allais y aller. Et voilà, et des fois, même avec des actions, encore pour ceux qui ont le camarade Denis, on avait fait une action devant la caserne des pompiers, à la Sainte-Barbe, je crois que c'était ça. Du coup, on avait tendu une grande banderole. Là, c'était pas au niveau du syndicat, ça c'est sûr. Là, c'était pas syndical. Et du coup, j'étais là, on était 6. Ils nous ont contrôlé les identités. Moi, ils m'ont appelé M. Villon en me disant donnez-moi votre carte d'identité. Voilà. Ils bafouent le droit, et ils ont dit voilà. Par contre, nous, dès qu'on défend nos droits contre le système, parce que c'est ça, on défend nos droits contre le système. Et par rapport à ça, clairement, ils laissent faire. Voilà. Ils savent très bien qu'on va se décourager, que c'est pas facile, la garde à vue, c'est pas facile. Voilà, mais il y a un moment, moi ce qui me motive, c'est parce que on est dans nos droits, et moi je veux rien lâcher par rapport à ça. Et heureusement qu'il y a toujours le soutien des camarades en sortie de garde à vue, tout ça, et ça c'est important. Et puis le contact, je répétais avec le camarade qui est toujours là après presque 6 ans, ça va faire 6 ans, donc voilà. Mais sinon, on se sent quand même bien seul par rapport à, moi, par rapport à tout ce qui s'est passé. J'ai essayé de porter plainte pour harcèlement. C'est compliqué, j'ai essayé avec plusieurs avocats, mais personne ne veut prendre ça. Voilà. Parce que moi, il y a un moment, je voudrais bien que les responsables et les donneurs d'ordre rendent des comptes. Parce qu'on n'a pas à agir impunément comme ça. Et peut-être que je rêve, mais du coup, c'est pour ça que j'ai fait un récapitulatif complet pour qu'on voit un petit peu ce qu'il en est. Et de toute façon, quand on regarde ça, franchement, le harcèlement, il est là. Et malheureusement, c'est compliqué de se défendre par rapport à tout ça au niveau de la justice, parce qu'on n'a pas non plus d'aide juridictionnelle, quand par exemple, moi je suis agent d'entretien, voilà, je suis en fin de carrière, je n'ai pas d'aide juridictionnelle, donc c'est vrai que c'est compliqué. Mais voilà, en gros, le récapitulatif, et il y avait quoi d'autre? Oui, donc voilà, l'erreur de la convocation. Donc oui, par rapport à ce qui s'était passé avec Castaner, pas Castaner, Macron qui était venu donc du coup au château de Joux, en fin de compte, il m'avait mis en garde à vue juste avant, avec Théophile de Planoise. Et moi, le lendemain, je suis sorti de garde à vue, je suis allé directement manifester contre la venue de Macron au château de Joux. Alors là, ils nous ont regardé vraiment quand ils ont vu ça, parce qu'ils étaient mobilisés là-bas, la police de Besançon, et quand ils ont vu ça, ils ont dit oh là. Et du coup, voilà. Mais bon, c'était important d'y être, parce que voilà, il faut absolument se faire entendre, et c'était le fait qu'il nous ait imposé la réforme des retraites, qui va être encore aggravé par cette histoire d'économie de guerre. Et en fin de compte, voilà. Ils utilisent tout ça pour éviter justement qu'on voie leur magouille, et puis en plus, ils vont en profiter pour casser tous nos conquis sociaux comme ils l'ont fait. Là, ils vont continuer jusqu'au bout. Et voilà. Et donc, il faut vraiment, vraiment se mobiliser. Je sais que c'est pas facile, mais quand il y a tout ça, parce qu'en fin de compte, on n'est pas assez nombreux, et malheureusement. Et ça, c'est important. Et c'est important de défendre nos droits comme les anciens l'ont fait, parce que c'est quand même grâce à eux qu'on a ce modèle de société qui est basé sur la solidarité. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Il faut arrêter de regarder la destruction de tous nos conquis sociaux, parce que voilà. Et les jeunes, bougez-vous le cul, ce serait bien, parce que voilà, vraiment, j'avais juste à dire ça. Merci. Merci à tous les deux. Je pense qu'il va y avoir quelques questions dans la salle. Donc avant qu'on commence les questions, je vous invite justement à participer, pour ceux qui le peuvent, à aider Fred. Je sais que c'est difficile pour lui financièrement. Toutes les causes possibles, avec peu de moyens, on peut arriver à aider beaucoup.
Donc, on va ouvrir les questions. Donc, je vous inviterai à la fin de la conférence, on fait un petit pot d'accueil, donc qui nous permet de discuter entre nous un petit peu, hein, de se retrouver, de discuter un petit peu entre nous. Voilà, c'est un petit pot sans prétention, mais ça nous permet de continuer un petit peu les discussions. Bon, on ne va pas être trop long parce que Anne-Sophie doit partir dans pas très très longtemps, on a encore un petit moment, c'est bien. Moi, je voudrais poser une première question qui va peut-être te surprendre, Anne-Sophie. Est-ce qu'il y a... Pardon. Voilà, je porte assez est-ce que dans ces violences policières, est-ce qu'on voit une différence ça avait été souligné avec l'affaire Simone Leguet entre l'action de la police et l'action de la gendarmerie. Alors, j'ai pas fait d'analyse comparative absolument exhaustive, mais c'est vrai que dans les dossiers que j'ai eu à traiter, c'est quand même plus des cas police que gendarmerie. Les gendarmes, on va les retrouver sur certains types d'actions, Notre-Dame-des-Landes, Sainte-Soline, les free parties, donc forcément c'est une question de zone. Sylvain, oui, voilà. Voilà, donc c'est sûr, ces opérations de maintien de l'ordre contre des occupations ou des free parties. Ensuite, la police est grévée par les actions en zone, enfin dans les banlieues, dans les quartiers populaires, il y a beaucoup la BAC. Et puis aussi dans les manifestations, et notamment au moment des Gilets jaunes, quand on a été mobilisés beaucoup d'unités non formées au maintien de l'ordre, où là ça a été absolument n'importe quoi. Donc voilà, oui, j'aurais tendance à penser qu'il y a aussi, la gendarmerie c'est militaire, il y a aussi un rapport à la hiérarchie qui est un peu différent. Alors encore une fois, ça ne veut absolument pas dire qu'il ne va pas y avoir de cas de violence illégale, parce qu'effectivement il y a Sylvain, c'est Sainte-Soline. Bien sûr, mais si on prend quantitativement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tous les week-ends c'est la BAC qui descend dans les quartiers populaires. Donc de fait, la police se retrouve. C'est pas les mêmes, exactement, c'est pas les mêmes missions. Donc voilà, ce serait cette analyse. D'autres questions? J'ai posé la première, pour lancer l'idée. Quand je suis en covoiturage avec Fred, je sais que l'aller est assuré, mais pour le retour, j'écoute toujours ma pancarte Besançon pour retourner éventuellement en stop. Alors peut-être pas quand même oublier un petit truc sympa, c'est qu'en tant que gilet jaune, on avait été invité à la préfecture de Besançon, du temps naturel, si tu veux. Bon, on n'a guère pu s'exprimer, mais on a quand même été invité en tant que gilet jaune. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est tout. Est-ce que je peux... Là, j'écoutais Fred refaire tout l'historique des serviteurs. Ce qui est assez fascinant, c'est le deux poids deux mesures. C'est-à-dire que tu es quand même beaucoup plus rapidement mis en garde à vue et jugé que n'importe quel policier ou gendarme qui tire dans la tête d'un manifestant. Et d'ailleurs, un petit détail pratique que j'avais vu en tout ça, c'est en fait dans les locaux de l'IGPN, à Paris, il y a pas de cellule pour les gardes à vue de nuit. Donc en fait, ils viennent en audition libre. Ils pourraient garder un policier la nuit en le transférant dans un autre commissariat, mais ils partent du principe que ça ne va pas arriver. Alors que c'est vrai que tu fais assez facinement en 44 heures de garder. Ah oui, voilà. Et t'apprécies beaucoup. C'est du temps avec toi. Alors, ce qui est rigolo, enfin voilà, quand j'étais au syndicat de base, à l'Union départementale de forces ouvrières, à un moment, on avait manifesté justement pour les moyens de la police. Alors, voilà, c'est l'anecdote quand même. Et des fois, je leur dis, attendez, on était quand même devant pour manifester par rapport à ça. Oui, regarde. Mais ça pense que je dis sur les circulaires de politique pénale, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de circulaires pour dire qu'il faut réprimer les manifestants, mais sur l'exemplarité de la police, on n'a pas vraiment. Et Fred, est-ce que les antennes nationales de ton syndicat elles sont derrière toi, est-ce qu'elles viennent à ton secours? Non, du coup, là, c'est très compliqué, c'est politique, puisque en fin de compte, notre syndicat de base, il est libre et indépendant, et nous, voilà, on ne fait pas de politique, et
Non, j'ai pas eu de soutien de la Confédération. À un moment, je me suis présenté contre le secrétaire de Force ouvrière, peut-être pour ça, je ne sais pas. Par contre, j'ai eu de la Fédération, avec du mal, mais j'ai eu quand même la Fédération qui a apporté un soutien. Les unions départementales, oui, mais c'est encore un peu timide. Ça a été au début, puis là, c'est politique. Et du coup, voilà, mais non, pas trop. Et c'est pareil, hein, j'avais Cécile, défenseur des droits. Les défenseurs des droits m'ont répondu que ça allait alimenter leur conversation en termes de maintien de l'ordre. Alors c'est assez. Quand on reçoit des courriers comme ça, enfin j'avais envoyé tout ça, le récapitulatif, qui est quand même conséquent, et en fin de compte, voilà, quand je reçois des trucs comme ça, je me dis, c'est quand même compliqué. Et puis voilà, moi malheureusement, je sais que peut-être un jour je serai en tôle, malheureusement, et vu comme ça tourne, malheureusement, ça va être de plus en plus compliqué de manifester, de revendiquer ses droits, comme j'ai dit tout à l'heure. La moindre manifestation, il y a plein de flics, même des petites manifestations. Donc, ça ne va pas s'arranger, donc voilà. Donc, après, on ne sait plus quoi faire, mais on va continuer à se battre, puis à manifester, puis à revendiquer nos droits, parce que c'est ce qui est... Il n'y a plus de démocratie, s'il n'y a plus ça, c'est le pilier de la démocratie, hein, le droit de manifester, c'est hyper important, c'est comme ça qu'on construit une société, et voilà. Oui, c'est constitutionnel, mais par contre, ils s'assoient dessus, ils n'ont rien à foutre de ça. Voilà, hein, c'est quand ça les arrange. Mais là, par rapport aux procédures, pour Castaner, ça a été quand même l'arrestation, c'était le 13 mars 2019, le procès, il était le 29 avril 2019. Hein. Ça a été très rapide. Hein. Donc quand ils veulent accélérer, ils accélèrent. Donc par rapport à ce que disait Anne-Sophie, par rapport à la police, ils laissent traîner, ils savent pourquoi. J'aimerais réagir par rapport à la présence d'Anne-Sophie aujourd'hui. Je voulais la remercier déjà d'être venue, d'être toujours en permanence active par rapport aux violences, par rapport à pas mal de choses, par rapport à son livre aussi, que je n'ai pas encore lu, mais que je vais essayer de faire le nécessaire. Je voulais réagir par rapport à, parce que le thème vraiment violence policière et justice, c'est vraiment un thème qui est récurrent, parce que je rappelle quand même que je voulais revenir sur les gendarmes et police. Déjà, ils sont en code de déontologie depuis Valls, depuis le 1er janvier 2014, et c'est en commun. Ils sont capables de faire des choses très vite, très bien. On a parlé de décembre 2018, le début des Gilets jaunes. Moi, j'ai été mis en garde à vue, on m'a supprimé mon permis parce que j'étais tout seul au volant de ma voiture parce que j'alimentais les Gilets jaunes en café pianté. Voilà le seul délit que j'ai commis. Voilà. Les gendarmes sont aussi très spéciaux parce que j'ai été convoqué une première fois, une fois en tant que victime à 9h, et à 9h12 on me notifiait une garde à vue. Donc voilà un peu les méthodes qui sont faites, c'est régulier, c'est récurrent. Alors je vais revenir à ce que disait Fred, c'est systématiquement, même si c'est compliqué, même si on sait que très souvent c'est chuté, c'est classé sans suite, il faut laisser une trace, il faut déposer plainte, il faut faire un signalement l'IGPN. Moi je suis de cette trempe-là systématiquement parce que le fait d'avoir gazé à bout portant à l'hôpital les deux camarades Fred, c'est juste inadmissible, il n'y a aucune violence. La seule violence, elle est de la police. Il y avait juste une manifestation, un rassemblement quand c'était le ministre Braun qui était venu à Besançon. Je parle sous le contrôle de Martinez, bien sûr, qui a vécu ça. Nous, on s'est fait gazer, on a eu des tirs de LBD à bout portant, on a eu des grenades, des choses comme ça, systématiquement. Voilà, il faut le faire, même si c'est fastidieux. Alors évidemment, moi je ne perds pas mon temps à aller au commissariat parce qu'on sait que c'est peine perdue, on nous décourage. Donc en plus, voilà, si c'est pour être convoqué et puis après être mis en garde à vue, c'est pas la peine. Donc voilà, les violences policières, il y a surtout celles qui se voient et celles qui ne se voient pas. Les violences institutionnelles, les violences qui sont gratuites, le délit de faciès, les contrôles, les gardes à vue, les procès-verbaux, les amendes et j'en passe et des meilleurs. Et systématiquement, quand on ose s'interposer, c'est, bon, je veux dire, c'est voilà, rébellion, outrage à agent, etc. J'en passe et des meilleurs. Et c'est vraiment pareil. Et c'est ce qui s'est passé, ce qui s'est relaté Fred le 18 février. C'était une audience publique à la justice, donc encore le lien police-justice. C'est une audience publique, on avait le droit d'être là. Et à ce titre-là, le syndicat de base avait déposé une requête pour moi
concernant une disponibilité d'office qui dure depuis 5 ans alors que c'est juste 3 ans prévu. Bref, la police est arrivée, c'est la police du désordre. Parce que grâce à eux, c'est eux qui ont fait gérer la situation, nous ont poussé, les petits coups de matraque, etc. Voilà. Donc ça, c'est pénible, c'est usant, c'est récurrent, mais systématiquement, enfin, moi je suis assez pour... il faut... Et grâce aussi à des livres et des témoignages, il faut voilà, continuer. Voilà, merci de votre présence. Et juste pour en rajouter, enfin, c'est gentil d'avoir découragé tout le monde, il y a des alliés aussi. Enfin, c'est très bien de tenir et de porter plainte quand on peut, de signaler. Voilà, on peut avoir du soutien. Les avocats, c'est hyper important d'avoir un avocat avec qui on se comprend bien sur les procédures à mener, qui va savoir collecter les preuves, protéger de la médiatisation quand il y a besoin, l'utiliser si c'est possible. Les journalistes peuvent faire des boulots hyper intéressants. Il y a des journalistes qui retrouvent des auteurs de violence alors que l'IGPN ne les avait pas retrouvés, par exemple, donc c'est vraiment bien efficace. Tous les gens qui filment la police, qui filment les actions illégales de la police, ça fait des éléments de preuve à mettre au dossier. Évidemment, j'en ai déjà parlé, les collectifs, c'est hyper important d'avoir les soutiens des collectifs, et même individuellement, si vous avez d'aller au procès, pour qu'il n'y ait pas uniquement des policiers dans la salle, ça c'est important pour le soutien moral. Et puis les organisations comme la LDH, Amnesty, qui peuvent soutenir sur certains cas. On a vu Mathias. Bonsoir. Jean-Claude Portier, retraité, j'étais travailleur indépendant. Je n'ai pas une grande expérience dans la matière. J'ai vécu à 17 ans un interrogatoire de 80 minutes à Lons-le-Saunier pour une affaire où je n'étais pas concerné. J'étais assez musclé, j'ai cette expérience-là, et au niveau des manifs, j'ai que 3 manifs à mon actif. Je poserai une question simple au niveau de la violence dans les manifestations. Je sais que la police envoie des sbires sans papier de façon à casser les manifestations, mais parmi les manifestants, il y a des gens qui viennent un petit peu, comme à la foire à Neuneu, s'amuser, des manifestants casqués, avec ce qu'il faut pour se protéger du gaz, genouillères, etc. Ceux-là, comment ça se fait qu'ils opèrent depuis des dizaines d'années et que les manifestants sincères ne les cassent pas, ne les saisissent pas, leur interdisent pas, etc. Comment ça se fait? Parce que parmi les camarades, il y a des bons, il y a des mauvais qui discréditent. Quand vous êtes devant votre boîte, oui, mais ils sont considérés, ils portent peut-être le même vêtement. Comment ça se fait? Les manifestations ne virent pas ces gens-là qui font un mal à cette manifestation. Ou des manifestations générales. Ça va toujours choquer 50 ans. Par exemple, pour le mouvement des Gilets jaunes, nous, voilà, on n'a pas de service d'ordre. Nous, voilà, chacun est libre de manifester. Après, voilà, malheureusement, après, c'est vrai qu'il y a des policiers qui sont là-dedans, et on en a déjà repéré, nous, qui viennent justement semer le désordre. Et voilà, mais je vais vous dire, par rapport à ce qui s'est passé par rapport à ma situation, voilà, moi je n'ai pas un gravier, rien du tout, heureusement, parce que sinon je ne serais plus là pour en parler. Mais voilà, c'est une façon de discréditer les manifestations, mais c'est pas que ça, voilà, il n'y a pas que ça. Et justement, quand ils voient que ça continue malgré le fait qu'il n'y ait pas de violence et tout ça, ils essayent d'arrêter les contestations. Ils essayent d'arrêter les contestations par tous les moyens. Donc voilà. Mais bon, après, nous, on n'est pas un service d'ordre. Pareil, dans les manifs, nous, il n'y a pas de service d'ordre comme notre syndicat de base. Voilà. Après, si on voit quelqu'un qui fait des conneries, on fait gaffe. Voilà. Fred, combien de fois Black Bloc a été le rempart entre la police et les manifestants? Ça c'est vrai. Ouais, alors sur Paris ou d'autres, c'est vrai que, entre guillemets, ceux qui sont appelés Black Bloc, ils sont entre la police et les manifestants. Et ça, c'est clair que, voilà, à la base, c'est ça, les Black Blocs, c'est pour protéger les manifestants. Et comme on est, par exemple,
convoité par la police, c'est vrai qu'on est bien content d'avoir ces gens-là qui sont là pour faire rempart. Et c'est vrai qu'on l'a vu sur Paris. Oui. Ceux-là, voilà, ceux-là. Et nous, il y avait, je ne sais plus comment ça s'appelait, il y en avait qui étaient là, justement, qui faisaient rempart comme ça, qui étaient de Besançon, qui étaient un peu partout. Et je ne sais plus comment ils l'appelaient, mais en fin de compte, c'était juste pour faire le tampon entre la police et les manifestants. Allez-y. Moi j'ai une question toute courte. Est-ce Il qu'une plainte y avait déjà 2 autres questions là. Il y avait un micro. Il y avait une dame qui avait le micro. Vas-y. Bon, oui, moi je voulais dire que moi j'ai fait pas mal de manifestations. Pour l'instant, j'ai jamais été arrêtée. Mais j'ai vu que bon, je suis syndicaliste, enfin je suis pas syndicaliste de métier, mais bon, je suis militante syndicale. Et j'ai vu que au fil du temps, l'attitude de la police dans les manifestations, elle a fortement évolué et que à un moment donné, la police, elle était là pour protéger le cortège des manifestants, d'éviter, et que maintenant, elle est là pour chercher la provocation et pour essayer. Mais moi, j'étais principalement à Belfort pendant des années et j'ai vu notamment depuis Sarkozy. Depuis Sarkozy, y compris dans les tenues. Avant, quand on manifestait à Belfort, on avait des policiers en tenue normale, comme on les voit patrouiller dans la rue. Mais à partir du moment où Sarkozy est devenu président de la République, dès qu'on annonçait une manifestation, on avait les gars, les cuirasses, les joulières, les machins, les bouteilliers. Voilà, et ça ne fait qu'à s'empirer. Et là, je manifeste régulièrement à Mont-Saunier, c'est pareil. Les simples tenues, maintenant il y a des gilets, les machins, les trucs, comme si. Et effectivement, moi j'ai peur qu'avec les annonces qui sont faites là, sur la remilitarisation et tout, il y ait une volonté de museler la population, et en particulier les militants syndicaux. Puisque nous, enfin moi je suis de la CGT, hein, mais on a pas mal de camarades qui se sont vus ces derniers temps par rapport à un tract sur la Palestine, par rapport à une action sur une journée de grève, voir les filles débouler chez eux à 7h du matin et se voir embarquer en garde à vue devant leurs gamins et la maison retrouvée. Il y a une volonté, je pense qu'il y a une volonté politique de faire peur. Et c'est pour ça que je pense que les violences policières, elles ne sont pas du fait. Bon, il y a les violences qui sont du fait des policiers parce qu'elles sont faites, mais je pense qu'elles sont encouragées par le pouvoir politique aujourd'hui. Et que c'est vrai qu'il ne faut pas qu'on laisse faire, quoi. Il faut vraiment qu'on se mobilise, mais qu'on utilise tous les moyens, parce que sinon, nos droits, comme tu disais, qui ont été chèrement acquis, et ben, ils vont s'effilocher au fil du temps. Et ils jouent sur le découragement. Bah oui, vous êtes celui qui a plus de gilets jaunes et de manifestations. C'est assez évident quand on vous entend parler tous les deux que il y a un agenda politique derrière tout ça. Voilà. Ce que vient de dire un petit peu la dame derrière moi. Il y a un agenda politique de nos dirigeants, nos dominants, et d'une oligarchie qui devient de plus en plus évidente, bien conscient. Et malheureusement, personne n'est content d'aller en manifestation et de se faire gazer, et de se faire tirer dessus, et de se faire réprimer, puisque maintenant on est dans un régime de répression politique. Je pense que l'illustration qu'en a fait Fred Vuillaume en tant que militant syndicaliste, lui, il a été particulièrement visé, mais il y a beaucoup de manifestants gilets jaunes qui ont été arrêtés par vagues pendant les manifestations, et la plupart ont été relaxés. Moi je suis médecin, j'étais intervenu contre les violences policières et les mutilations dans les manifestations. Aucun des militants gilets jaunes qui étaient mutilés, ça veut dire les yeux crevés, les mains, ça c'est de la vraie violence, monsieur. Les yeux crevés, aucun abribus, aucune poubelle, aucune vitrine ne vaudra jamais l'œil d'un citoyen français. Voilà. Et ces gens-là, ils ont été mutilés,
ils ont été matraqués, ils ont vécu la répression judiciaire que toi tu as bien décrite, la violence physique aussi, tu l'as subie malgré tout, un moindre degré, mais quand même c'est pas normal de revenir à manifestation avec la voix cassée, alors que toi tu es particulièrement un militant non violent en plus, donc c'est particulièrement scandaleux. Et donc toute cette violence-là de répression, elle est injustifiable en fait, parce que la violence qu'on nous oppose en face, elle est une fois supérieure à celle que les manifestants ont utilisée jusqu'à présent en manifestation. La Révolution française, elle ne s'est pas faite avec des fleurs ou des mains, d'accord ? Ou alors il faut être des millions et des millions dans les rues. Et donc il y a vraiment un rouleau compresseur qui s'abat sur nous. Il faut prendre conscience que maintenant on est dans une république illibérale. C'est-à-dire que les lois s'appliquent aux faibles et les lois ne s'appliquent plus aux dominants de notre société. Il ne faut pas oublier aussi que les policiers, et en particulier les syndicats policiers, ont des agendas politiques bien particuliers, puisqu'on sait que 2 tiers des policiers et des gendarmes votent à l'extrême droite. D'accord ? Ça, il faut bien le savoir. Et ils n'ont pas du tout intérêt à ce que ça se passe bien dans les manifestations, ils n'ont pas du tout intérêt à ce qu'on renverse le pouvoir, à ce qu'on modifie les règles du jeu, puisqu'ils ont un agenda politique qui est celui de l'extrême droite. D'accord ? Voilà. Et effectivement, quand on va en manifestation, alors on peut critiquer les gens qui manifestent, effectivement. Moi j'ai vu les manifestations à Paris, les gens arrivent, on se souvient, les manifestations à Paris, il y a énormément de monde, les gens arrivent, ils sont guirés, ils chantent, ils lancent des slogans, et la chose qui se passe, on les gaze. Alors je ne sais pas si vous avez déjà été gazé, monsieur, mais moi j'ai été gazé, et je ne suis pas un grand militant de première ligne, on va dire. J'ai été gazé dans la rue de la Pref à Besançon. Eh ben, je peux vous dire que rien que ça, de se faire gazer, c'est une violence incroyable. Ça vous suffoque, ça vous paralyse, vous avez l'impression que vous allez mourir sur place. Et pourquoi? En fait, parce que juste vous êtes descendu dans la rue pacifiquement pour réclamer la justice sociale. Et ça, cette violence-là, quand vous la vivez vraiment, vous pourrez comprendre que les gens vont se révolter en fait. Ils ne vont pas accepter et monter un camp de violence. Et c'est ça qui s'est passé dans les manifestations de Paris. Ils ont déclenché la violence. Et ce que tu as décrit tout à l'heure, toi tu te fais juste interpeller, tu mets des petits coups de matraque, ils attendent que tu mettes une baffe au fil. Et alors là, non mais c'est ça. Et là, alors là, tu es dessus, tu es un criminel, quoi. Tu vois. Alors qu'en fait, toi, tu n'as rien demandé à personne. Et c'est ce qui s'est passé à grande échelle au moment des Gilets jaunes. Et voilà, après, dans les manifestations, il y a des gens qui sont pacifiques, il y a des gens qui font service d'ordre, il y a des gens qui sont là pour aller un peu plus au contact, tout ça. On a besoin de toutes ces forces aussi à un moment. On en aura besoin pour faire poids contre cette oligarchie qui nous opprime. Voilà, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ça. Alors, on va prendre la dernière question, parce que je crois que Madame Le Maire est venue. Il y avait Madame depuis longtemps qui voulait parler. En fait, c'est juste, vous m'entendez? Oui. Une information, à Bois-Salaméba, il y a un groupe d'Amnesty International. Donc si vous avez envie qu'on bosse ensemble, qu'on en parle, notamment sur le droit de manifester, les violences policières, le problème de la reconnaissance faciale aussi. On peut se rencontrer, on peut créer un groupe de discussion, échanger de l'info, voir ce qu'on peut faire. Et la question que je vais poser, est-ce que les plaintes collectives sont possibles? Alors, moi je n'ai pas eu sur des cas de violence policière, parce que là c'est des affaires pénales, en fait, il faut qu'il y ait des blessures, qu'il y ait... En revanche, les plaintes collectives, j'en ai plutôt sur des gardes à vue abusives, alors qui n'ont pas abouti, mais il y a eu cette tentative-là sur des manifestations où il y a eu des arrestations par dizaines, et en fait il y a des avocats qui ont récupéré des témoignages et qui ont fait des plaintes collectives dans ce contexte-là. Sur des violences policières, en tout cas l'usage de la force, non, c'est plus compliqué parce que dans ces cas-là, il faut vraiment qu'il y ait une victime, un dommage, un auteur. Mais en cas de lacrymo-age, si on se prend du bon lacrymo, on est 50, est-ce qu'on peut porter une plainte à 50 contre ça? Non, ça par rapport au... Alors, très honnêtement, je pense que ce serait effectivement classé sans suite, mais parce qu'il y aurait le filtre du procureur. Juridiquement, pour moi, ça pourrait passer, mais dans ces cas-là, j'irais plutôt à l'administratif.
Parce qu'en fait, la question c'est toujours le même policier qui a lancé toutes ces grenades lacrymogènes, et je ne suis pas rentrée là parce que c'était trop long sur le volet administratif, mais il y a aussi des possibilités d'aller contester la gestion du maintien de l'ordre par l'État. Ce qui ne va pas forcément satisfaire des personnes dont le proche a été tué, parce que dans ces cas-là, il y a besoin d'un procès pénal, voilà. Mais on peut aussi aller devant le tribunal administratif ensuite. Je ne sais pas si ça a été fait dans le collectif, mais si c'est possible. Mais voilà, sur le fait sur des lacrymos, la difficulté ce serait de trouver un auteur spécifique. En fait, il faudrait dire qu'il y ait un policier ou un gendarme qui a lancé toutes les lacrymos, ce serait peut-être un peu compliqué. Ou alors, sinon, en prenant la hiérarchie. Enfin, il faudrait faire une petite consultation sur la faisabilité juridique de l'affaire. Alors, la question qu'on peut se poser par rapport aux associations, c'est qu'à partir du moment où on est une association, est-ce qu'on peut se porter partie civile dans le procès? Parce qu'il y a des associations qui peuvent rester en justice. Donc, en tant qu'association, est-ce qu'on peut se porter partie civile? Alors, sur une personne qui aura subi des violences, non, ce sera la personne même, parce qu'en fait, il faudrait que dans l'objet social de l'association, il y ait la protection de cette personne en particulier. Ça me paraît compliqué. Non, ensuite, ce que Amnesty International et d'autres organisations font pendant les procès, c'est d'apporter un soutien, de venir au procès, de témoigner au procès. Par exemple, ça peut être utile, quand on a eu des observateurs dans la manifestation, venir raconter comment ça s'est passé. Voilà, on peut apporter une voix extérieure, indépendante à ce qui s'est passé, mais ce n'est pas une constitution de partie civile en soi. Bon, je vais vous couper parce que je vois bien que vous puissiez discuter directement avec les deux orateurs.